Revenons en l'an 2019. À cette époque-là, l'humanité n'était pas très évoluée. Non, les principaux moyens de transport fonctionnaient encore avec des roues, les richesses étaient très inéquitablement réparties, et de nombreuses civilisations croyaient encore en l'existence d'un dieu. Carrément. Mais surtout en 2019, aussi incroyable que cela puisse paraître, la femme n'était pas l'égale de l'homme. Alors dans les textes, oui, mais en vérité, beaucoup moins. Sous-payée, sous-représentée dans les plus hauts postes ou dans les gouvernements, battue, violée, tuée, partout dans le monde, toutes les minutes. Et ça choquait presque personne. Pouah, 2019, comment j'aurais pas aimé être une femme à cette époque-là. Et avant, c'était même encore pire. Pourtant des femmes d'exception, le monde en avait connu. Alors aujourd'hui on va leur rendre hommage, ou plutôt famage. Laissez-moi vous présenter les 10 plus grandes femmes de l'histoire. Numéro 10, Jeanne d'Arc. Certainement la femme la plus célèbre de l'histoire de France, mais aussi un symbole partout dans le monde, une femme mythique, sans qui on serait peut-être aujourd'hui des Anglais. Oui, parce qu'à son époque, les Anglais contrôlaient une bonne partie du territoire, c'était la guerre de 100 ans. D'ailleurs, c'est marrant comme nom, la guerre de 100 ans, parce que je sais pas si vous savez, mais elle a pas vraiment duré 100 ans. En fait... Tout le monde sait ça. Autant pour moi. Bref, l'histoire de Jeanne d'Arc commence fort. En 1425, elle a 13 ans, et elle dit entendre des voix. Et pas celles de n'importe qui. Oui? C'est qui? Celle des Saintes Catherine et Marguerite et de l'archange Michel qui lui demande un truc. Libère le royaume de France. Pourquoi moi? Alors cette histoire de voix, vous y croyez pas? Est-ce qu'elle les a vraiment entendues ou est-ce qu'elle les a inventées? Je sais pas, mais cette histoire la pousse jusqu'à Chinon, rencontrer le dauphin Charles, c'est le fils aîné du roi, et elle lui annonce que les villes d'Orléans et de Paris vont être libérées, et elle lui prédit aussi son sacre à Reims. Ça lui plaît comme idée à Charles, alors il lui donne les moyens de réussir, et comme prévu, elle parvient à libérer Orléans qui était sous contrôle des Anglais. Bon, elle fait pas ça toute seule, hein, mais c'est elle, la vraie chef de guerre. Elle libère les Français grâce à son charisme. C'est bien simple, on aurait dit un homme. Ça va, on me dérange pas là? Mais qu'est-ce que tu fais là Et mais d'où t'interviens dans la vidéo? Non mais, elle a tellement de charisme qu'on dirait un homme. Oui bon, ça va, c'est ma vidéo, tu te mêles pas. Non mais c'est vrai que son style était masculin. Et puis comme elle l'avait prédit, Charles VII est sacré à Reims. Par contre après ça s'est gâté pour elle. Elle tente de libérer Paris, mais ça foire, elle se fait même lâcher par le roi. Super, la gratitude. Sympa, merci. Et puis elle se fait capturer et vendre aux Anglais à Rouen, mais elle est restée digne et courageuse devant ceux qui l'accusaient d'être une sorcière, jusqu'à ce qu'en 1431, la fin tragique qu'on connaît tous, elle soit brûlée vive au bûcher. Elle avait alors seulement 19 ans. Mais celle qu'on appelait la pucelle d'Orléans restera à jamais une héroïne nationale. Numéro 9, Lady Diana. La femme qui est devenue la plus célèbre des princesses en épousant Charles, le prince de Galles. Avant ça, elle s'appelait Diana Frances Spencer, et elle venait d'une famille de riches aristocrates anglais, avec un joli arbre généalogique. Elle descend entre autres des rois Henri IV, Louis IX, c'est Saint-Louis, et même Duc Capet. Mais ça suffisait pas à sa famille qui a tout fait pour qu'elle rentre dans la famille royale britannique, et ça a fonctionné. En 1981, elle épouse le prince Charles de Galles, celui qui est en pole position pour succéder au trône après Elisabeth II. Alors vous imaginez bien que ça va complètement changer sa vie. Elle devient Lady Diana, Lady Di, la troisième femme au rang le plus élevé du Royaume-Uni, derrière la reine et la reine-mère. Ah oui, et le roi. Hurrah! Et c'est pas le petit mariage discret, hein. 750 millions de téléspectateurs l'ont vu en direct dans le monde entier. Ça a fait d'elle la femme la plus populaire du XXe siècle. On a parlé d'un véritable conte de fées, sauf qu'en vrai, non, ça l'était pas du tout. Elle s'est rendue compte que son prince avait une maîtresse, Camilla Parker Bowles. Bon, là c'est Potin dans Closer et compagnie, des trucs de gonzesse quoi. Quoi? Explique plutôt pourquoi c'est une femme incroyable. Eh ben Diana c'est une femme incroyable parce qu'elle casse les codes, elle modernise le rôle de princesse. Bon faut dire qu'à Buckingham Palace avant elle, ils étaient un peu coincés. Par exemple avec ses deux enfants, William et Henry, qu'on appelle Harry, me demandez pas pourquoi. Elle accouche dans un hôpital. Eh ben c'est la première fois dans l'histoire de la famille royale. Mais c'est jamais arrivé depuis... C'est jamais arrivé en fait. Et puis elle est très proche d'eux, elle les emmène avec elle quand elle voyage à l'étranger. Ça non plus, ça se faisait pas. Mais bon, plus le temps passe et moins ça va avec Charles, donc elle va se promener hors du palais. La princesse, passablement blasée, part faire sa mijaurée à la campagne. Elle va faire des missions humanitaires, elle rencontre des malades atteints du VIH et du cancer, bref, elle profite de son nouveau statut pour aider les autres. Et même après son divorce avec Charles en 92, elle continue ses combats à travers le monde. Elle s'engage contre l'utilisation de mines antipersonnelles, on la voit traverser un champ de mines en Angola, et elle est toujours aussi populaire. Elle est si douce.
J'adore cette fille. Mais c'est justement sa popularité qui causera sa mort en 97 lorsque son chauffeur tente de fuir au paparazzi à Paris et se tue dans un accident qui a choqué la planète. Et oui, pour elle aussi, c'est cette fin tragique qui inscrit définitivement la vie de Diana dans l'histoire. Numéro 8, Marie Curie. Cette femme géniale qui a donné sa vie à la science. Et croyez-moi, elle l'a fait avancer la science parce que c'était une vraie tête. Elle a d'abord étudié en Pologne, où elle est née en 1867, avant de venir en faculté de sciences de Paris pour étudier les maths et la physique. Et c'est en France qu'a fait la rencontre de Pierre Curie, il avait 35 ans, elle 27, et très vite, ils se marient. Maria Sklodowska devient Marie Curie. Ensemble, ils font des recherches sur la radioactivité et ils vont carrément trouver deux nouveaux éléments chimiques, le radium et le polonium. C'est elle qui a choisi de l'appeler comme ça en hommage à son pays d'origine, la Pologne. Et cette découverte, ça leur a valu le prix Nobel de physique en 1903. C'était la première fois qu'une femme le recevait. Et bah déjà, respect. Vous êtes la meilleure parmi les femmes. Et aussi parmi les hommes. Mais 3 ans plus tard, quand Pierre meurt, Marie est anéantie, normal, mais elle lâche rien, elle continue ses recherches. Un prix Nobel ça lui suffit pas, elle devient la première femme à enseigner à l'université de la Sorbonne, et puis la première directrice d'un laboratoire universitaire. Et surtout, en plus de ses recherches, elle se bat pour la reconnaissance des femmes, elle va même jusqu'à privilégier le recrutement de femmes pour son laboratoire. Attends, mais ça c'est du sexisme carrément. Ouais. Ouais, bah ça compense pour toutes les autres fois où c'est dans l'autre sens. En tout cas, sa persévérance paye, elle reçoit pour ses travaux un second prix Nobel en 1911, de chimie cette fois-ci. Sauf que cette fois, au lieu d'être félicitée, elle se fait allumer dans la presse, à cause d'une liaison qu'elle avait eue avec un homme marié. Alors en vrai, je pense que c'est surtout parce que c'était une femme. Ah ouais, à l'époque, certains journalistes auraient eux aussi mérité leur prix Nobel. Je suis venu recevoir le prix Nobel de crétinisme. Pourtant, elle avait tout pour être appréciée, cette femme. Elle a passé sa vie à chercher comment guérir le cancer. Elle a même rejoint le front pendant la guerre pour faire des radios des blessés. Mais c'est justement le fait d'être exposée constamment aux éléments radioactifs qui l'a tuée en 1934. Excusez-moi, une mauvaise grippe. Je vous l'avais dit qu'elle avait littéralement donné sa vie à la science. Alors aujourd'hui, Marie Curie est enterrée au Panthéon pour son mérite personnel, et je crois qu'on peut dire qu'elle y a sa place. Numéro 7, Margaret Hamilton. Que vous connaissez forcément, sinon... la honte, non, je déconne, au contraire, elle est pas très connue, mais c'est pas parce qu'on n'est pas une star qu'on peut pas faire de grandes choses, et Margaret en est la preuve. C'est grâce à cette femme que l'homme a pu marcher sur la Lune. Ah! Alors, ça compte pas suffisamment pour être dans le top 10, ça? Elle vient d'Indiana, aux USA, et sa spécialité à la base, c'est les maths, qu'elle étudie, puis qu'elle enseigne. En 1960, à seulement 24 ans, elle se fait embaucher par le MIT, c'est l'un des plus grands instituts de technologie du monde. Là-bas, elle bosse sur des programmes super compliqués de prédiction météorologique, et elle se rend compte que c'est son truc de développer des logiciels. Alors après ça, elle travaille sur un truc encore plus chaud, un des premiers systèmes informatiques de défense anti-missile. Et elle est tellement balèze qu'elle surpasse tous ceux avec qui elle travaille. Et le fait d'être une femme, eh ben ça fait d'elle déjà une des rares exceptions de ce métier, en 1960. Mais ça l'a pas empêché de se faire recruter par une société américaine super prestigieuse pour tous les scientifiques. Allô, la NASA? Oui, c'est moi. Ouais, la NASA. Et dans ce nouveau job, elle a un poste clé. C'est elle la tête pensante de l'équipe qui doit développer les logiciels du programme spatial Apollo, qui a envoyé des hommes sur la Lune. Eh ben en attendant, ils sont pas fous, hein. Ils ont envoyé que des hommes pour aller sur la Lune. Bah oui, justement, ils sont pas fous. Bah parce que les femmes, elles ont beaucoup trop de valeur pour qu'on risque leur vie. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait que des hommes pour aller partir sur la Lune, mais leur vie allait être entre les mains d'une femme et de son travail. Parce que concrètement, ce qu'elle doit programmer, c'est le système informatique qui doit contrôler les trajectoires du module. Et ça, c'est pas rien, c'est pas Tetris qu'elle a codé. Dans la station orbitale, notre poids coïncide à l'accélération en chute libre qu'on retrouve dans la formule accélérée V-4 plus S égale VT-2. N'importe quoi. Ah non, vraiment, c'est énorme. Voilà ce que représentait le code de son logiciel une fois imprimé. Il pouvait détecter ses propres erreurs et continuer à exécuter les tâches importantes en cas de panne, comme par exemple rentrer à la maison en un seul morceau, ça serait pas mal de garder cet objectif bien en vue. Bref, un programme unique, forcément c'était les premiers, mais surtout pour lequel on n'avait pas le droit à l'erreur. Et elle a réussi à le faire. Vérification croisée du tout marche bien navette. Tout marche bien navette. Reçu. Avec son travail à la NASA, ce qu'elle a appelé le génie logiciel, elle a posé les bases de ce qui est devenu l'informatique moderne. Les USA l'ont finalement remercié presque 50 ans plus tard en lui remettant la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction aux États-Unis. Enfin, pour moi, sa meilleure récompense, c'est qu'elle a eu sa figurine dans une boîte de Lego. Et ça, c'est la classe. Numéro 6, Nettie Stevens. Encore une inconnue pour la plupart d'entre vous, j'imagine, mais qui a fait une découverte fondamentale qui a remis en cause des siècles d'accusations à tort à l'encontre des femmes. Intriguant, hein? C'est qui cette gonzesse? Nettie Stevens est née dans le Vermont, aux USA, en 1861. Et elle a grandi dans une famille de classe moyenne. Mais c'est pas ça qui l'a empêchée d'être une surdouée. Elle aimait tellement les cours qu'elle a passé son diplôme pour devenir enseignante, et elle l'a obtenu à 19 ans, en finissant major de sa promotion. Et en terminant le cursus en 2 ans alors qu'il en fallait 4, tout ça pour vous dire que c'était vraiment une bonne grosse tête.
Tu la sens, ma grosse intelligence? Tiens, tiens, tiens! Les années suivantes, elle enseigne dans plein de domaines différents, les maths, le latin, l'anglais, la zoologie, mais elle n'arrête pas d'apprendre pour autant. À 39 ans, elle obtient un nouveau diplôme, un doctorat en biologie cette fois-ci. Et ça la passionne tellement qu'elle en fait sa nouvelle carrière, elle devient chercheuse. Elle se spécialise dans l'étude des cellules, et surtout celle de l'embryon, en évolution dans le ventre de la mère. Ce qu'elle cherche à comprendre, c'est à quel moment précis le sexe de l'enfant est déterminé. Cette histoire de Kiki. Et ben en 1905, elle trouve précisément ce qu'elle cherchait, la présence du chromosome Y dans l'ADN et son rôle dans la détermination sexuelle. Alors vous le saviez peut-être, grâce à Nettie Stevens du coup, les hommes ont des chromosomes X et Y, alors que les femmes ont 2 chromosomes X. Et quand le spermatozoïde féconde l'ovule, on garde aléatoirement un chromosome de chaque pour faire un garçon ou une fille. Bon bah sa découverte, à l'époque elle était contestée par plein de scientifiques. Déjà on maîtrisait pas super bien le sujet. Oh, t'as bien un petit chromosome avec un os dans le nez, hein. Pourtant c'est une immense découverte dans son domaine, hein, tellement importante qu'ils seront obligés d'admettre qu'elle avait raison. Alors, c'est une découverte parmi tant d'autres, vous allez me dire. Vous allez me dire que c'est une découverte parmi tant d'autres. Bah, non mais dis-le. Bah non. Eh ben, effectivement, c'est pas une découverte anodine. Déjà parce qu'elle est faite par une femme, et les scientifiques femmes, en 1905, ça existait encore moins. Et puis surtout parce qu'avant sa découverte, les hommes accusaient les femmes de pas leur donner un héritier mâle, depuis des siècles. Eh ben, ils avaient tort, ça venait de leur chromosome à eux. Et rien que pour ça, Nettie Stevens mérite une bien plus grande reconnaissance. Numéro 5, Rosa Parks. Dans une vie, on a quelques choix à faire qui déterminent qui on est vraiment. Être un héros, ça ne prend que 4 ou 5 moments. Rosa Parks, c'est celle qui, par un simple geste, a changé l'histoire des États-Unis et du monde entier. C'est elle. Elle a grandi en Alabama, aux États-Unis, au début du siècle dernier, et c'était pas le meilleur moment pour être noir là-bas. L'esclavage a été aboli, alors mettez vos putains de montres à l'heure, nom de Dieu! Alors, oui, l'esclavage est aboli depuis 1865, mais elle vit en pleine ségrégation raciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, aux yeux de la loi, les noirs valaient officiellement moins que les blancs. En gros. Parce que, concrètement, ils se faisaient lyncher en pleine rue. Et ce racisme autorisé, Rosa Parks, elle l'a vécu. Son grand-père devait protéger sa maison devant les menaces des membres du Ku Klux Klan. Son école a même été brûlée 2 fois. Et donc, c'est assez logiquement qu'en 1943, l'année de ses 30 ans, elle s'implique avec son mari dans l'association pour l'avancement des personnes de couleur, pour se battre contre les discriminations, particulièrement celles qui sont faites aux femmes noires. Mais c'est le 1er décembre 1955, alors qu'elle prend le bus pour rentrer du boulot, que sa vie va basculer. Elle est assise à sa place, normal, mais des blancs montent dans le bus, et le chauffeur ordonne à Rosa de leur laisser la place, et d'aller se mettre au fond. Oui, c'est chaud, mais c'est la règle dans la compagnie de bus, les places de devant sont réservées aux blancs, celles du fond aux noirs, et celles du milieu, les deux peuvent s'y mettre. Mais priorité aux blancs. On est en 1955, les gars, faut se réveiller, hein. Il s'agirait de grandir, hein. Mais alors le plus humiliant pour les noirs, c'est que lorsqu'ils achetaient leur billet à l'avant, ils avaient pas le droit de passer entre les blancs pour aller derrière, ils devaient ressortir et re-rentrer par la porte de derrière. Bref, ce jour-là, Rosa Parks, avec beaucoup de dignité, a dit non. Racisme! Vous me dites ça parce que je suis noir? Bah, évidemment. Elle était prête à se mettre en danger pour défendre ses convictions. Et ben perso, moi j'aurais fait comme elle. Quoi? Mais tu vas intervenir tout le temps, là? Je suis la caution féminine de la vidéo. Ah bon? Et puis t'aurais pas du tout fait pareil qu'elle, hein. Si, j'aurais fait pareil. Non. Si. Non. Oui, si, j'aurais fait pareil. Oui, si. Non, bon, ok, c'est clair qu'à l'époque, avec le contexte, je l'aurais fermé, mais si ça vous paraît logique et normal, ce qu'elle a fait, c'est justement grâce à des gens comme elle. Non, parce que vous vous en doutez, ça s'est pas bien passé pour elle après ça. Elle s'est faite arrêter et juger. Mais l'affaire a fait du bruit, et Martin Luther King a fait d'elle un symbole, en appelant au boycott de la compagnie de bus. Et ça a marché, la Cour suprême a mis fin à ces règles dans les bus. Pour que le monde entier voit comment les noirs sont traités par la police. Après cette histoire, elle a consacré sa vie à la lutte pour la paix, les droits de l'homme, les libertés et surtout l'égalité, devenant une figure historique de la lutte des droits civiques. Numéro 4, Élisabeth Ier, qui n'était pas la mère d'Élisabeth II, hein, je précise, mais qui était quand même reine d'Angleterre, et même LA mythique reine d'Angleterre de 1558 à 1603, et surtout qui était aussi carrément moderne pour son époque. Mais elle n'a pas tout de suite été au pouvoir, ça n'a pas toujours été si simple pour elle. Élisabeth Tudor, née en 1533, est la fille du roi Henri VIII d'Angleterre. Vous allez me dire, au départ, c'est plutôt une bonne situation. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Sauf que sa mère, Anne Boleyn, se fait exécuter alors qu'elle n'a que 3 ans. Du coup, on vire la petite Élisabeth de la cour, et elle perd son statut de princesse. Et c'est pas fini, 11 ans plus tard, c'est son père, le roi, qui meurt à son tour. Là, faut trouver un successeur, généralement on cherche dans la famille. Ouais, c'est en tout cas l'usage, mais c'est toujours un choix très difficile, hein, Robert, fameux plouf-plouf. Et donc ils sont plusieurs à se succéder sur le trône, Édouard VI, son demi-frère, Jeanne Grey, sa cousine, Marie Ier, sa demi-sœur, et Élisabeth est dernière sur la liste donc elle attend son tour. Et sinon,
Y a moyen de devenir reine? Mais comme aucun d'eux ne reste très longtemps au pouvoir, en 1558, c'est son tour, elle monte sur le trône, elle a 25 ans. Et elle est acclamée dès le début. Il faut dire qu'à l'époque, c'est un sacré bordel dans le pays, entre les catholiques et les protestants, et ceux qui sont passés avant elle étaient intransigeants en matière de religion. Elle, au contraire, elle privilégie la tolérance, et annule même des lois qui permettaient des persécutions. Et donc, elle fait le taf, elle fait même très bien le taf, mais qu'est-ce qu'on attend d'une reine, et d'une femme en général à cette époque? Et bah qu'elle fasse exactement ce qu'elle veut, quand elle veut. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, on attend d'elle qu'elle se marie et qu'elle ait une descendance. Eh ben non, elle refuse. Elisabeth, elle répond qu'elle est déjà mariée à l'Angleterre. Du coup, on la surnomme la Reine Vierge, et ça, elle le revendique avec fierté. Elle se consacre qu'à son rôle de reine, et elle va tenir 44 ans. Elisabeth Ier, c'était une vraie femme de pouvoir qui a su régner avec autorité sur son royaume, qui a connu l'âge d'or avec elle. Et ça a fait fermer des bouches à tous ceux qui disaient qu'il fallait être un homme pour bien le faire. Sauf qu'elle l'a tellement bien fait, qu'à sa mort, en 1603, une rumeur disait qu'elle était un homme. Ah bon? Oui, parce qu'elle avait des traits masculins et qu'elle se maquillait, et qu'elle cachait son cou pour pas qu'on voit sa supposée pomme d'Adam. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Ce serait pour ça qu'elle serait restée vierge, et qu'elle a toujours refusé d'être autopsiée après sa mort. Les gens disaient que la vraie Elisabeth Ier serait morte alors qu'elle était petite et qu'on l'aurait remplacée par un garçon qui lui ressemblait. Une théorie du complot improbable, mais plus facile à admettre pour certains qu'une femme puisse aussi bien régner sur l'Angleterre. Numéro 3, Simone de Beauvoir. Impossible de pas vous parler dans cette vidéo de celle qui a fait évoluer les mentalités pour le droit des femmes en France et dans le monde. Simone de Beauvoir est née en 1908 à Paris, dans une famille bourgeoise, mais elle a connu une discrimination sexiste dès sa naissance, puisque son père, déjà, voulait un garçon pour en faire un polytechnicien. Mais non, à 15 ans, Simone, elle sait déjà ce qu'elle va devenir, écrivain. Cévennes. Doc Cévennes? Il faut dire écrivaine. D'accord. Et quel rapport avec Doc Cévennes? À 21 ans, elle est reçue 2e au concours d'agrégation de philosophie, juste derrière celui qui deviendra l'homme de sa vie, Jean-Paul Sartre, avec qui elle va rester 51 ans. Enfin, leur couple est spécial, hein. Elle refuse sa demande en mariage, et ils ont des concepts d'amour qu'ils appellent nécessaires et contingentes. Je connais pas ce mot-là. Ouais, alors pas la peine d'utiliser des mots compliqués pour justifier d'aller voir ailleurs. Son premier roman, L'invité, est publié en 1943, et c'est un gros carton. Mais c'est à l'âge de 41 ans qu'elle sort son essai philosophique mythique, Le deuxième sexe. Rien qu'avec le titre, on comprend qu'elle critique la domination masculine, et on retient sa fameuse phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Sous-entendu, c'est la société qui place les femmes là où elles sont à son époque, en 1949, c'est-à-dire après les hommes. Là encore, c'est un énorme succès, y compris à l'étranger, où ça fait évoluer les mentalités. La France est un pays où on a privé l'homme du droit élémentaire de frapper les femmes. Mais le bouquin fait aussi scandale, surtout à cause des chapitres sur l'avortement, la maternité et le mariage. Mais son combat ne s'arrête pas là. Non, elle restera une des figures fortes du féminisme durant toute sa vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait, c'est non. À 63 ans, elle sort le manifeste des 343, une pétition de femmes célèbres qui se sont fait avorter alors que c'était illégal en France. On était en 1971, hein, c'est pas si vieux. Et l'avortement libre et gratuit, elle en fait son combat principal. Bah, disons que... si la femme est enceinte, je suis pour. Par contre, si elle ne l'est pas, c'est inutile qu'elle se fasse avorter. Enfin, je pense. Et ça marche. 2 ans plus tard, c'est Simone Veil qui rend légale l'interruption volontaire de grossesse. Simone de Beauvoir décédera à 78 ans à Paris, et c'est sûr, elle aura grandement aidé le mouvement de libération des femmes du siècle dernier. Numéro 2, Mère Teresa. L'une des femmes, et même des personnes, les plus importantes du XXe siècle. Et ça pour une raison toute simple, elle a passé toute sa vie à aider les plus fragiles, les pauvres, les malades. Enfin non, pas exactement toute sa vie. À la base c'est une catholique albanaise qui choisit de se consacrer à Dieu avant tout. Elle passe sa jeunesse au couvent, elle fait des pèlerinages, elle part vivre avec des bonnes sœurs en Irlande, puis en Inde, et c'est là-bas que sa vie bascule lorsqu'elle participe à une mission de santé, et qu'elle est confrontée à la misère. Ouais, c'est vrai qu'en Inde, c'est pas ce qui manque, des pauvres, mais ça choquait pas grand monde avant elle. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Ça la bouleverse, elle dit que c'est une vocation dans sa vocation. Fini la vie tranquille au couvent, elle va se rendre utile pour les autres. C'est à partir de ce moment-là qu'elle enfile son fameux sari blanc et bleu, et qu'elle se fait appeler Mère Teresa. Pourquoi? Elle s'appelait comment avant? Bravo, merci Claire. Bah quoi? Je voulais pas en parler, je sais pas comment ça se prononce, voilà, ça se dit Angexé, Gongzé, Bojaxiou. On va l'appeler Mère Teresa.
Mais ça lui suffit pas de nourrir les pauvres de sa ville, elle veut aller encore plus loin. Alors en 1950, elle crée l'Ordre des missionnaires de la charité, une sorte d'association religieuse qui aide les miséreux, les orphelins et aussi les grands malades. Elle crée des centres d'accueil dans plein de pays pauvres, sauf que tout ça, ça coûte cher. Alors elle cherche des fonds auprès de grands noms. Elle rencontre des chefs d'État, le pape Jean-Paul II et plein de stars. Et ça, on finit par lui reprocher d'être proche des riches et de certains dirigeants pas super fréquentables. On l'a critiquée aussi parce qu'elle était clairement contre l'avortement, ou parce qu'elle poussait ceux qu'elle aidait vers sa religion. Ah non, tu vas pas recommencer à nous faire ta mère Teresa, on s'en sort pas. Bon bah, qu'est-ce que vous voulez, on peut la critiquer, mais concrètement, elle a sauvé tellement de personnes. Grâce à elle, on nourrit 500 000 familles, on accueille 20 000 enfants dans ses écoles, et on soigne 90 000 lépreux dans ses cliniques. Et pour ça, elle a reçu toutes les plus grandes distinctions, comme le prix Nobel de la paix en 1979, et elle a même été canonisée après sa mort, ça veut dire qu'elle est officiellement reconnue par l'église comme une sainte. Et numéro 1, ma maman, parce que c'est une femme formidable, voilà. Maman, je t'aime. Ça, c'était le petit message perso. Pour vous, j'ai mis une autre numéro 1, la reine des reines. La reine des reines. Donc, numéro 1, Cléopâtre. Peut-être la femme la plus puissante de l'histoire. Alors déjà, soyons précis, on parle de Cléopâtre 7. Parce que des Cléopâtres, il y en a eu d'autres avant elle. Bah, 6, du coup. C'est logique. Toutes dans la dynastie des Lagides, qui règne sur l'Égypte depuis 300 ans. Sauf que ça allait pas très fort avant qu'elle arrive en l'an -50. Le peuple égyptien se révoltait, le royaume perdait des terres et se ruinait petit à petit. C'est bien simple, Rome et Jules César étaient à 2 doigts de s'approprier l'Égypte. Avec-moi. Sauf que Cléopâtre, alors qu'elle avait pas encore 20 ans, elle est allée voir César et elle l'a séduit avec sa beauté légendaire. Ça c'est pas si sûr, on sait pas bien à quoi elle ressemblait parce que tous les dessins d'elle datent d'après sa mort. Mais enfin, si on en croit 7 pièces de son époque avec son portrait, bah moi je la trouve plutôt moche. Quoi? Encore? Quoi? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Toutes les femmes sont belles, oui les femmes, nanana, quoi? Qu'est-ce qui êtes-vous? Que voulez-vous? Non mais j'allais juste te dire que moi aussi je la trouve pas canon, c'est tout. Pardon. Alors, belle ou pas, ça c'est selon vos goûts, mais son pouvoir de séduction, ça il est indéniable. Elle réussit à convaincre César, et ils font un marché. En gros, il va dire au frère de Cléopâtre, tu dégages du trône, hein, on va mettre elle à la place, là, la petite Cléopâtre, je préfère. Et ben ça a tout changé. Elle a régné sur l'Égypte pendant 22 ans avec brio. Avec qui? Non, avec personne, avec brio, c'est une expression qu'on emploie. Et quand la sécheresse a frappé le pays, elle a nourri la population en lui ouvrant ses granges, et elle a même suspendu les impôts pendant ce temps-là. Durant tout son règne, elle a stabilisé l'économie du royaume, et elle s'est battue contre la corruption. Elle a dirigé les armées du pays sans jamais être contestée. Résultat, elle a redressé l'empire égyptien. Y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Par contre, sa fin, c'est moins glorieux. Après la mort de Jules César, je vous la fais courte, elle tombe dans les excès et la mégalomanie, Rome attaque et récupère l'Égypte, elle fuit et finit par se suicider. Enfin bon, toute cette histoire sur la fin du règne de Cléopâtre, bah, c'est ses ennemis romains qui nous l'ont raconté, donc ils ont peut-être un peu noirci le tableau. En tout cas, 2000 ans plus tard, eh ben on parle encore d'elle, comme la plus grande femme de l'histoire. C'est moi la première. Nananananer. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs, notamment que c'est pas parce qu'on est juste une femme qu'on peut pas faire de grandes choses. Même elles peuvent y arriver, hein. Bon, y a pas énormément de grandes femmes dans l'histoire, mais il y en a. Non mais attends, mais c'est super misogyne là. C'est pas bien comme conclusion? Bah non, pas vraiment non. Je rigole, bien sûr. On fait une pause s'il vous plaît, parce que là, c'est trop marrant. Un grand merci à une femme, tout particulièrement, c'est toi, c'est Claire, merci. Claire qui m'a aidé pour le texte de cette vidéo, et pour les recherches, et pour le classement. Une femme dotée d'une grande intelligence. Allez, merci, c'est bon, conclue. Et qui sent bon. Bon, et puis n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, je sais pas si ça aide encore pour le référencement. En tout cas, ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir? Si vous voulez faire plaisir à Claire, pouce bleu. Et puis voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, salut. Salut. C'est ma vidéo, tu ne te mêles pas. Tu te mêles pas. Pardon.